Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, bienvenue à toutes et à tous dans d'Explorer. Et cette semaine, tout comme la semaine précédente, une première fois. Oui, vous le savez, dans cette émission, nous aimons les premières fois. Et je me suis rendu compte, nous en sommes au 7e épisode, que nous n'avions jamais parlé de cinéma français. Alors c'est clairement pas une volonté de ma part, hein, vous vous en doutez, parce que celles et ceux qui me connaissent savent que j'adore le cinéma français. Non, c'est simplement que les événements n'ont pas coïncidé de telle sorte que l'inspiration pour vous parler d'un grand, d'un beau film français ne m'était pas encore apparue. Et c'est chose faite désormais. Et voyant cet impératif, cette nécessité de commencer à arpenter nos vallons cinématographiques fabuleux, parce que nous sommes quand même le pays qui a peut-être pas inventé le 7e art, on a débattu cette question dans un épisode de Somnilogue, je vous y renvoie, mais en tout cas qui a participé à la grande histoire du 7e art de façon très active. Je me suis demandé donc de quel film j'allais pouvoir parler pour introduire mon amour pour l'un des plus beaux cinémas du monde, sinon le plus beau cinéma du monde. Et je me suis dit qu'il était intéressant de parler d'un film au statut très particulier, qui était un petit peu délaissé par certains, voire qui n'était même pas visionné du tout, du fait de son statut très particulier dans l'histoire du 7e art, statut évidemment que nous allons discuter et sur lequel nous allons revenir. Il s'agit de L'Enfer, réalisé par Claude Chabrol, et sorti en 1994, avec dans les rôles principaux Emmanuel Béard et François Cluzet. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont absolument aucune idée de ce dont il s'agit, rapide résumé, L'Enfer nous raconte l'histoire d'un couple marié. Le mari, donc joué par François Cluzet, possède une sorte d'hôtel, une auberge, et petit à petit, il commence à douter de la fidélité de sa femme. En tout cas, c'est de cette façon que s'amorce la tension dramatique du récit. Et puis petit à petit, ce doute va se transformer en obsession, puis en paranoïa, et va conduire à la destruction de son couple, de son entreprise, de sa relation avec les autres, et y compris de lui-même. Voilà, maintenant que tout ça est rappelé, parlons un petit peu du statut particulier de ce film, puisque L'Enfer est un film, certes réalisé par Claude Chabrol, qui est un très grand réalisateur français qui a commencé dans la nouvelle vague, mais qui s'en est rapidement écarté pour faire d'autres types de films. Donc on n'est vraiment pas sur le cinéma de n'importe qui, mais ce n'est pas un scénario de Chabrol, ce n'est pas un film original de Chabrol, il s'agit d'un scénario à l'origine écrit par Henri-Georges Clouzot, immense réalisateur français, réalisateur du Corbeau, réalisateur, je sais pas moi, du Salaire de la peur, de La Vérité, donc vraiment un immense réalisateur de suspense, qui avait donc écrit ce scénario que Chabrol reprend presque à la lettre, et qui avait, dans un premier temps, Clouzot tenté de le réaliser en 1964, mais pour diverses raisons, notamment des soucis de santé, le tournage n'a pas pu aller au bout, et en fait, il ne nous reste du film que les essais de lumière qui avaient été réalisés afin d'introduire en fait et de présenter l'atmosphère esthétique générale du projet. Et ces images, vous les avez peut-être déjà vues, ce sont des plans sur Romy Schneider, avec des lumières stroboscopiques, avec des jeux de mouvements, de couleurs, etc. Quelque chose de très psyché, en fait, et pas du tout habituel, en plus, dans l'approche qu'avait habituellement, en tout cas dans ces films plus anciens, Clouzot, du rapport à l'esthétique, au cinéma. Et ces images-là, elles ont impacté tout le monde. D'ailleurs, il y a de fortes chances que lorsque je vous parle de L'Enfer, immédiatement vous ne pensiez pas au film de Chabrol, mais que vous pensiez tout de suite au film de Clouzot. Et pour vous dire à quel point les ramifications de l'héritage de ce film, qui donc n'existe pas, sont puissantes, ces images ont grandement inspiré ce que fait esthétiquement Refn, Nicolas Winding Refn, dont on a parlé la semaine dernière, aujourd'hui. Les propositions esthétiques de Refn, très clairement, sont un héritage de ce qu'avait développé Clouzot dans la façon dont il avait l'intention de mettre en scène sa version à lui de l'enfer. Et moi, je dois vous avouer que ça me désole un peu. Ça me désole un peu que l'on porte aussi haut le film de Clouzot. Déjà d'une part parce que ce film n'existe pas et que évidemment on peut analyser la fascination, c'est très courant dans le milieu cinéphile, cette fascination pour les films qui n'existent pas, cette construction de mythes. Hein. Vous savez, nous les cinéphiles, nous adorons les mythes et nous adorons les histoires autour des films, qu'elles soient vraies ou fausses. Nous adorons fantasmer l'art plutôt que de le vivre. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est notre façon à nous aussi de contribuer à un imaginaire. Et il est dommage de constater que la puissance de l'imaginaire qu'a généré la version de Clouzot empêche bon nombre de spectateurs de considérer la version de Chabrol, réalisée donc 30 ans après le scénario original, et de lui donner sa chance, en fait.
tout simplement. De lui donner sa chance parce que le film de Chabrol est un immense film. C'est un film qui, moi, la première fois que je l'ai vu, m'a absolument terrassé, que ce soit émotionnellement, on va y revenir, mais surtout, d'un point de vue esthétique. Je me suis posé la question, en préparant cet épisode, de savoir si je devais aborder la version de Chabrol en faisant totalement abstraction du travail de Clouzot. Et je me suis rendu compte que c'était impossible. C'était impossible d'une part parce que le mythe du film de Clouzot, donc qui n'existe pas, est tellement présent et tellement ancré chez tout le monde, et chez moi y compris, que je ne pouvais pas regarder la version de Chabrol sans penser à ce qu'aurait pu être le film de Clouzot, son fameux chef-d'œuvre, ce qui aurait dû être son plus grand chef-d'œuvre, ce qui est toujours le cas évidemment pour les films qui n'ont pas eu lieu. Mais surtout, je pense que Chabrol ne pouvait pas en faire abstraction non plus. Et que, évidemment, sa proposition découle, que ce soit pour s'y conformer ou au contraire pour entrer en opposition avec celle de Clouzot. Et c'est de ça dont nous allons parler. Alors, malheureusement, pour commencer à en parler, nous allons devoir faire quelque chose que j'aime pas, à savoir de la prospective. En fait, on va être un peu dans l'abstraction, puisque nous allons être obligés de parler d'une version du film qui n'existe pas, mais je trouve quand même intéressant de comparer les deux approches de mise en scène d'un même scénario, donc par rapport à ce que l'on peut en deviner vis-à-vis des essais filmés de Clouzot. D'après ce que nous avons comme image de la version de Clouzot, il semblerait que son idée était de travailler donc énormément la psychologie des personnages, puisque c'est un film qui est exclusivement concentré sur le développement psychologique et le fait qu'un personnage sombre peu à peu dans la folie, cette folie étant, étant mis dans une situation qui est celle du développement de la violence conjugale qui, on le sait aujourd'hui maintenant, avec la libération de la parole, conduit dans la plupart des cas à un féminicide, et en fait c'est ça que documente l'enfer, le scénario de l'enfer, c'est comment est-ce que la toxicité du masculin et l'insécurité vis-à-vis de tout ce qui nous constitue en tant qu'homme, tout ce qui nous est imposé en tant qu'homme, la virilité, la puissance, voilà, c'est quelqu'un, le personnage principal de ce film, qui est en pleine insécurité vis-à-vis du fait que sa femme est beaucoup plus jeune que lui, qu'elle est, entre guillemets, trop bien pour lui, et qu'il y a d'autres clients qui sont plus beau que lui, ou en tout cas qu'il juge plus beau que lui. Et donc, tout ça est évidemment fondé, le développement de cette folie est fondé sur une insécurité masculine. Et c'est ça que documente le film. Mais, dans l'approche de Clouzot, il y a une volonté dans la façon de transmettre, en fait, ce basculement dans la folie du personnage, à travers une proposition esthétique qui est très forte. Ces fameuses images expérimentales, notamment d'un point de vue de l'éclairage et de la couleur. Ça, c'est une façon purement esthétique, c'est une puissance d'esthétisation qui est à l'œuvre et qui nous invite à considérer ce basculement de façon métaphorique. C'est-à-dire à regarder ces scènes pour ce qu'elles sont, à savoir des hallucinations. Le personnage, dans la version de Clouzot, en tout cas dans son idée de mise en scène, hallucinait beaucoup, et donc nous étions conviés, nous, en tant que spectateurs, à nous plonger dans une perception onirique de sa folie. Ce qui est exactement l'inverse de ce que fait Chabrol. Et rien que pour ça, c'est super intéressant. Parce que Chabrol, la principale raison pour laquelle il est connu, en tout cas c'est l'impression que moi j'en ai vis-à-vis de la rétrospective qui lui est en ce moment consacrée au cinéma, vous pouvez découvrir plusieurs de ses films au cinéma, au moment en tout cas où j'enregistre cet épisode, c'est un maître du suspense. Et donc ce que va nous faire Chabrol dans sa version, c'est de nous construire un suspense familial et un suspense strictement réaliste. Parce que ce qu'il y a de très fort dans le scénario de l'enfer, avant même de parler de mise en scène, c'est que c'est une histoire tragiquement banale. C'est l'histoire de l'insécurité d'un homme qui conduit à des violences conjugales et qui possiblement, je ne vous raconte pas la fin du film, peut se conclure en féminicide. C'est de ça en fait dont parle le film. Et d'un homme qui bascule peu à peu dans la folie. Une histoire finalement assez banale. Et là où Chabrol, en adoptant justement une démarche que je vais qualifier de bien plus terre-à-terre que ce que l'on peut deviner de la version de Clouzot, pour moi, il marque un point. Et ouais, j'hésite pas à dire dans cet épisode que je suis, d'après ce que je peux en deviner en tout cas, plus fan de la version de Chabrol, de ce qu'aurait pu être celle de Clouzot. Parce que la force de la proposition de Chabrol, c'est justement d'ancrer cette histoire dans le quotidien. D'ancrer cette histoire dans la réalité d'une violence qui a véritablement lieu, la violence conjugale, l'insécurité masculine qui conduit au féminicide, tout ça, ce sont des choses qui en plus aujourd'hui sont extrêmement bien documentées et connues,
Et là où il fait très fort, c'est que justement, il ne cherche pas à dramatiser cette histoire. Il ne cherche pas à la rendre particulièrement tragique. Il ne cherche pas à en faire un moment de cinéma totalement déconnecté du réel et plongé dans un onirisme propre au 7e art, ce que chercherait donc plutôt à faire Clouzot vis-à-vis des scènes d'hallucination auxquelles nous avons accès. Au contraire, ce que fait Chabrol, c'est qu'il reste à hauteur d'homme. C'est qu'il reste à la hauteur de l'histoire qu'il est en train de raconter, qui est tragiquement banale, du fait qu'elle se répète encore et encore. Et cette position par rapport au récit, que l'on va retrouver dans la mise en scène que l'on va analyser juste après, elle permet selon moi au film d'être universel. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais un petit peu argumenter parce que moi, j'ai toujours ce problème en tant que spectateur contemporain de 2021. Je suis né en 1998, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai toujours ce truc, lorsque je regarde un film qui a été réalisé à une certaine époque et qui donc, malgré lui ou volontairement, documente un petit peu les rapports humains de cette époque, je me dis, ah, je suis un peu en train de regarder un matériau historique de comment se comportaient les gens à l'époque. En fait, voilà, les rapports hommes-femmes ont énormément évolué, et quand vous regardez un film des années 40, ou quand vous regardez un film même de 1980 ou des années 2010, vous ne regardez pas la même chose, vous ne regardez pas la même société. Et c'est pour ça d'ailleurs que autant de films, selon moi, ont du mal à devenir universels et intemporels. À cause du fait justement qu'ils documentent une société, sans même s'en rendre compte, parce que quand vous racontez l'histoire d'un couple et que vous réalisez le film dans les années 40, en fait, vous avez l'impression de raconter une histoire normale. Mais pour nous, spectateurs de 2021, on assiste à quelque chose qui nous paraît totalement absurde avec l'évolution. Et là où justement, le film L'Enfer aborde la question de la violence conjugale, aborde la question de l'insécurité masculine, et là où Chabrol, justement, en refusant de rendre cinématographique quelque chose qui est tragiquement quotidien, il rend le film universel. Ce qui fait que, lorsque j'ai regardé ce film, je n'ai pas eu l'impression de voir un film daté du tout. Pas du tout. J'ai eu l'impression de voir un film qui aurait pu sortir la semaine dernière. Et ça, c'est très fort. C'est très fort parce que ça montre à quel point Chabrol a conscience de la puissance de l'histoire qu'il est en train de raconter et à quel point, justement, il a pris toutes les bonnes décisions pour perpétuer cette puissance. Une puissance qui, évidemment, préexistait dans le scénario de Clouzot, mais dont j'ai l'impression que, en allant sur un chemin de pure mise en scène abstraite, avec des images métaphoriques, des séquences d'hallucinations oniriques, aurait perdu finalement de cette puissance. Là où Chabrol, au contraire, va adopter un mode de filmage qui est extrêmement en retrait. C'est-à-dire que l'objectif de Chabrol n'est pas d'esthétiser à outrance, parce qu'il y a quand même des idées de mise en scène assez stylisées dans le film, notamment lorsque le personnage sombre peu à peu dans la folie, on va avoir un travail de la demi-bonnette et des choses comme ça pour montrer que sa perception du monde est en train de changer, mais jamais ces idées de mise en scène nous transportent autre part. Et ce, pour une raison très simple, c'est que L'Enfer de Clouzot, le scénario, je veux dire, est un film écrit à la première personne. C'est-à-dire que nous sommes dans la tête du mec qui devient fou et qui se met à devenir violent envers sa femme. Nous sommes avec lui. Et donc, incarner cette perte de contrôle, ça implique quand même de faire des choix d'un point de vue de la mise en scène. Et là où Clouzot serait parti dans quelque chose d'onirique, dans quelque chose de figuratif, c'est-à-dire qu'il nous montre des images abstraites, ce que fait Chabrol, et qui est selon moi bien plus puissant, toujours dans cette idée de rester à la hauteur de l'histoire qu'il nous raconte, c'est que lui, il va également illustrer cette perte de contrôle avec la mise en scène, mais non pas en se servant de l'image et de ce qu'elle montre, mais en se servant du montage. Ce qui est selon moi beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'il ne va pas jouer sur ce qui nous distrait du récit, c'est-à-dire l'image, parce que lorsque vous regardez une belle image, en fait, vous sortez du récit et vous vous dites « Ah, dis donc, cette image, elle est belle », alors que si on joue sur le montage, on joue sur l'enchaînement même des événements du récit. Et donc, on déstructure non pas le regard du spectateur, mais la narration. Et ça, c'est beaucoup plus puissant, selon moi. Et donc, ce que va faire Chabrol, c'est qu'il va faire des cuts bizarres, qu'il va nous mettre dans une position d'inconfort vis-à-vis de ce qu'on regarde, parce que on va avoir un enchaînement de scènes, et on va se dire « Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque une scène. J'ai l'impression que c'est pas la suite logique. Ah tiens, ça j'ai l'impression de pas tout comprendre, etc. » Et en fait, oui,
Oui, tu ne comprends pas parce que le film devient de plus en plus brumeux et éclaté à partir du moment où le personnage perd pied. C'est-à-dire que toujours dans cette idée de premier degré, Chabrol épouse le point de vue de son personnage et l'épouse en déstructurant la narration. Là où Clouzot, en tout cas d'après les essais que nous avons, aurait davantage déstructuré l'image elle-même. Et en faisant ça, Chabrol conserve la puissance émotionnelle de ce à quoi on assiste, parce que lorsqu'on ne comprend pas, en tout cas lorsque le spectateur ne comprend pas, créer un moment d'incompréhension, ça le force à se rattacher aux éléments du récit auxquels il a accès. C'est-à-dire que quand tu ne comprends pas, tu te dis « Ok, je vais me concentrer sur ce que je comprends » pour essayer de suivre un petit peu ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend qu'il y a un homme qui souffre, on comprend qu'il y a une femme qui souffre, c'est vraiment, il y a une violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit psychologique et physique, évidemment, vers la fin, qui nous ancre, en fait, dans une violence pure. C'est-à-dire que la seule chose à laquelle nous, spectateurs, spectatrices, pouvons nous rattacher, c'est la violence. C'est la seule et unique chose que l'on finit par comprendre du récit, d'un récit que l'on éclate en le rendant brumeux à mesure que le personnage perd pied. Ce qui fait qu'émotionnellement, par cette construction-là, qui est une construction relativement simple, alors ça implique par contre de maîtriser évidemment à la perfection les outils de narration et surtout d'avoir une compréhension extrêmement globale et générale de ce que raconte son histoire pour se permettre de la déstructurer. Mais en faisant tout ça, Chabrol nous lance un uppercut de cinéma au visage parce que c'est un uppercut strictement émotionnel à hauteur d'homme. Et je crois, en tout cas c'est moi ma conviction de spectateur, et après c'est peut-être une sensibilité particulière mais je la partage avec vous, je crois que fondamentalement on n'est jamais plus bouleversé que par les histoires qui sont à hauteur d'homme. Là où, avec ses essais visuels totalement révolutionnaires, Clouzot d'une part aurait vieilli, parce que quiconque propose une révolution se fait dépasser, donc la révolution artistique finit toujours par devenir désuète, ça c'est un premier point, et surtout de par l'époque à laquelle il aurait réalisé le film, Henri-Georges Clouzot, nous aurions eu quelque chose de beaucoup plus corseté, de beaucoup plus figé en fait, parce que Clouzot, malgré toutes les qualités, et moi j'adore le cinéma de Clouzot et j'adore la vérité, des choses comme ça, c'est quand même un cinéma qui est relativement figé. On va pas se mentir. Là où justement Chabrol, lui, met du mouvement, met de la vie et met le tragique de la vie, un tragique qui a lieu derrière les portes closes, dans le quotidien, dans le noyau familial, et vient déstructurer tout ça pour nous foutre par terre avec une escalade de violence psychologique qui fait que le film est très dur à regarder. Moi, je trouve que la force du scénario et la force de Chabrol qui construit justement ce scénario à hauteur d'homme et qui nous immerge dans un rapport très premier degré à ce qui se passe, ce qui fait un peu penser, pour vous donner un exemple, j'y pense sur le moment, ça m'a un peu fait penser à Jusqu'à la garde. Vous voyez, dans le rapport, le côté, on est très très proche de ce qui se passe, il n'y a absolument aucun second degré, on ne te distrait jamais avec des images trop belles, trop esthétisées, on reste vraiment à hauteur de la souffrance des personnages. Et c'est ça qui, pour moi, rend le film surpuissant, outre le fait que les performances des acteurs sont exceptionnelles. La version de l'enfer de Chabrol est un monument. C'est un uppercut. C'est un film qui a parfaitement compris l'intérêt du récit qu'il adapte et qui, par un choix qui est à l'opposé de celui qu'aurait dû faire le réalisateur original, nous offre une œuvre qui est peut-être finalement meilleure que celle qui aurait pu être. En tout cas, c'est ma conviction. C'est ma conviction parce que ce que je vois dans les images de Clouzot, je vais être un peu méchant, et puis bon, j'ai quand même le droit d'égratigner un petit peu la légende parce qu'il est tellement haut, Henri-Georges, que ça fait pas de mal de le redescendre parmi les êtres humains. Moi, je trouve qu'il se la pète un peu, en fait. Il y a quelque chose de regarder ce que je sais faire, regarder, on va faire des trucs expérimentaux, ce qui peut être très intéressant lorsque c'est ta démarche, mais pas lorsque tu as une histoire aussi puissante et aussi tragiquement quotidienne. Pour moi, aller dans l'expérimental avec ce type d'histoire, c'est une façon de minimiser la puissance et la violence de ce qui est en train d'avoir lieu, en fait. Parce que lorsqu'on assiste à des événements comme ça, c'est tellement impensable qu'il faut pas s'en éloigner, parce que s'en éloigner, pour moi, en tout cas, tout ce que je dis là, évidemment, n'est que mon avis, hein, vous avez le droit de pas être d'accord. S'en éloigner
c'est le minimiser quelque part. C'est lui dire tu n'es pas suffisant pour faire cinéma, donc je vais rajouter des images expérimentales, donc je vais rajouter des images d'hallucination et d'expérimentation visuelle, alors que non. Non, t'as un récit hyper puissant, t'as un récit extrêmement bien construit, et pour moi Chabrol a compris ça. Et c'est la raison pour laquelle je vous recommande 1000 fois de regarder L'Enfer. Parce que c'est un grand moment de cinéma, c'est un grand moment de récit aussi, d'écriture de personnages, et que c'est un uppercut émotionnel. Et que c'est important de ressentir des émotions dans les films et qu'on n'en parle pas assez. On a un peu cette peur, j'ai l'impression, les critiques, de dire oui, l'émotion est subjective, mais lorsque il y a un débordement et que le film vient nous toucher au cœur, c'est important aussi de le dire parce que ça pourrait vous aussi vous arriver. C'est un film qui est difficile, c'est un film qui est violent, mais c'est un film que je recommande chaudement parce que c'est un film qu'on n'oublie pas. Voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à aimer cet épisode, à le partager pour faire connaître un petit peu l'émission autour de vous, à me suivre sur les réseaux sociaux pour qu'on continue à parler de films, à me soutenir sur mon compte Patreon, le lien est dans la description. Je vous remercie à nouveau et je vous dis à lundi prochain pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde.